100% Bénin, premier numéro pour le compte du mois de novembre. Bien bonjour et bienvenue. Affaire ASG, on en parle encore. Le sujet continue de défrayer la chronique. Chaque jour avec son lot d'informations. Au registre des nouvelles donnes, l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon a finalement été entendu. La journée d'hier a particulièrement été marquée par la sortie médiatique du procureur de la République. À la faveur d'un point de presse, il s'est pour la toute première fois officiellement prononcé sur le dossier. Dans la foulée, s'en est suivi un point de presse réplique du collectif des avocats des mises en cause craignant à la manipulation. Parallèlement, le patron des patrons béninois vient de passer sa 4e nuit en garde à vue. Aujourd'hui, étant férié, fête de Toussaint oblige, la probabilité est bien forte que la 5e nuit soit consommée. Au Bénin, la garde à vue pourtant et pourront durer 8 jours. Voilà, dans les affaires de drogue, c'est désormais une course à la montre de part et d'autre. 100% Bénin, le numéro du jour, vous l'avez compris, sera consacré à ce dossier qui, depuis vendredi, tient en haleine tout un peuple. 2 invités sur ce plateau avec nous pour lancer le débat proprement dit. Tous hommes de droit, mais à divers niveaux, à divers rangs donc. Nos confrères de la presse écrite, eux, n'étant pas au rendez-vous pour le point de l'actualité vu par les journaux, Fête de Toussaint oblige encore, nous passons directement à l'instant débat. Mais un détour tout de même à la régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 4e nuit de garde à vue hier pour l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, principal allié de l'actuel chef d'État béninois au second tour de la présidentielle de mars, interpellé dans l'affaire de 18 kg de drogue retrouvée dans un des conteneurs destinés à sa société Common Kadiaf et n'est toujours pas libre de ses mouvements. Hier, à la faveur d'un point de presse, le procureur de la République a fini par rompre les amarres. S'en est suivi un point de presse réplique du collectif des avocats des mises en cause. 100% Bénin, le numéro du jour sera prioritairement consacré au décryptage de ces sorties médiatiques. Sur ce plateau, 2 hommes de droit. Hilaire Kofidja, juriste, il est professeur de droit de transport maritime et portuaire. Donc, un homme averti de la question. Il intervient au niveau de 2 universités de la ville de Cotonou. Hilaire Kofidja, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Facile de se lever lorsqu'on doit se reposer. Facile. Surtout quand il s'agit d'une actualité aussi brûlante et préoccupante. Merci d'être là. En face de lui, il a non maître Alain Roula, avocat au barreau de Cotonou. Il est l'un des avocats des mises en cause. Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité constante. Merci de nous ouvrir vos antennes. Non, c'est avec beaucoup de plaisir. Dans l'affaire désormais dénommée ASG, on connaît depuis hier la lecture que le procureur fait du dossier. Une lecture que ne partage visiblement pas le collectif des avocats des mises en cause. Avant de revenir sur la substance des déclarations faites de part et d'autre, je me retourne vers Maître Alain Roula. Maître Alain Roula, ils sont nombreux à se poser une question. Oui, pourquoi ces avocats des mises en cause en sont-ils à se prononcer comme ils le font actuellement, alors que le dossier est supposé être dans les mains de la justice? Merci, c'est une excellente question qui me permet de dire que les avocats s'expriment parce qu'ils en ont le droit, parce que la loi ne leur interdit pas de s'exprimer, au contraire, la loi leur recommande de s'exprimer partout où besoin est. Et vous observerez qu'ils ne sont pas les premiers à s'exprimer. La toute première autorité à s'être exprimée, c'est celle qui est en charge de l'enquête. Je veux parler de l'officier de police judiciaire, le capitaine, commandant la brigade maritime de gendarmerie. C'est lui qui a parlé alors qu'il est
l'initiateur, entre guillemets, officiel de l'enquête. Vous observerez que M. le procureur de la République s'est lui aussi exprimé. Il ne serait pas convenable, alors que la justice est une affaire contradictoire, que les officiers chargés de l'enquête, que le directeur de l'enquête s'exprime partiellement et partialement, et que la défense ne puisse pas répliquer. La restriction à cette liberté d'expression que nous défendons bec et ongle, c'est le respect du secret de l'enquête. Le secret de l'enquête, seuls les enquêteurs le détiennent. C'est eux qui savent les actes qu'ils vont poser dans la surprise. C'est vous dire que les avocats ne sont pas réellement liés au secret parce que ce qui a déjà été divulgué peut être commenté. Si l'expression doit être réduite, elle ne peut l'être que du côté des enquêteurs et des poursuivants. Les avocats ont le devoir, non seulement et avant que de plaider devant leur juge, d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les dysfonctionnements et les risques flagrants et patents de violation des droits de l'homme, de violation de l'équilibre d'une enquête, des vices et des déformations qui sont jetés dans l'opinion publique. Ce qui doit être promulgué, ce qui est promulgué ou communiqué doit être commenté d'ici, Maître Alain Oula. Le procureur, disais-je, a fini par donner de la voix hier. S'en est suivi un point de presse réplique. Nous revenons ici sur la substance de cette sortie médiatique du procureur de la République. Larry. Il est à préciser que 1. 2 conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. Il n'était que 2. 2. Les 2 conteneurs dont les numéros de série se suivent. Le premier, portant le numéro C 16 10 10 49 et le second, le numéro C 16 10 10 48 ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, la société Common SA, destinataire des 2 conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Socotrac Sal Sisa Djefa Semekoji. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devant se faire qu'à Djefa sur le site de la société. 4. C'est dans cette condition que des informations nécessitant une inspection des conteneurs sont parvenues au service béninois dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre les stupéfiants. En raison de cette découverte et des besoins d'enquête, des mesures de placement en garde à vue ont été prononcées et ont dû être prorogées à l'encontre des personnes mises en cause. L'équipe des enquêteurs s'active sur mes instructions dans la poursuite des investigations en toute sérénité et professionnalisme en vue de la suite procédurale pertinente à y donner dans les meilleurs délais. Il convient de préciser à l'attention de l'opinion publique que sur les 2 conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé
dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Depuis plus de 7 ans, il a été constaté ce jour, 31 octobre 2016, que le second conteneur resté sous la garde du manutentionnaire comporte toujours les plombs d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Diavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. Au vu de tout ce qui précède, la garde à vue de M. Sébastien Diavon et de ses collaborateurs et son maintien reste arbitraire. Oui, chers invités, vous avez suivi la réaction du procureur de la République et la réaction du porte-parole du collectif des avocats des mises en cause. Là, je donne la parole plutôt à Haile Dakofidja. Haile Kofidja. Vous savez, le ridicule ne tue pas au Bénin. Vous trouvez du ridicule dans ce qu'on a suivi tout à l'heure? C'était très sérieux. Je trouve du ridicule. Excusez du peu. Vous savez quoi? Il est de bon temps de rappeler juste que le contrat de transport maritime est un contrat triangulaire. C'est-à-dire, on a d'un côté l'expéditeur, on a de l'autre côté le transporteur et en dernière position le destinataire. C'est d'ailleurs le point de Bélec qui a estimé que le destinataire de par le rôle qu'il joue est parti au contrat de transport maritime. Sinon, de façon légale, le destinataire n'est pas pour autant parti. Mais aujourd'hui, on estime quand même que le contrat de transport maritime est un contrat tripartite. Cela voudra dire quoi? Quand vous regardez la chaîne maritime, quand vous observez très bien la chaîne maritime, il y a deux phases. Il y a l'empotage et il y a le dépotage. Quand vous prenez la partie l'empotage, vous avez l'expéditeur qui a la particularité et qui a le devoir d'assumer le chargement des marchandises. Il peut également léguer ce pouvoir au transporteur qui lui-même, s'il accepte, engage sa responsabilité. Donc le destinataire ne vient en réalité qu'en dernière position pour constater les marchandises commandées en l'état. Mais là où le bas blesse, lorsque le conteneur est plombé, il doit être scellé. Et les faits relatent que les plombs ont été violés et donc changés. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que déjà, même avant d'approcher, le conteneur soupçonné de porter 18 kg de cocaïne, il faut faire appel aux services compétents. Je veux nommer ceux qui sont spécialisés dans la détection de cocaïne. Je veux nommer l'expert maritime. Et qui pisait, lorsque on a voulu constater la présence de la drogue dans le conteneur et qu'on l'a décelée, la drogue se trouvait où? À la lisière du conteneur, au bord du conteneur. C'est phénoménal. Vous voulez dire que le procureur ne s'est pas prononcé sur des faits qui sautent à l'œil? Je ne comprends pas. Oui, ça dit, je suis surpris que le procureur n'ait pas passé au peigne fin les faits. Parce qu'en droit, c'est à partir des faits qu'on puisse qualifier la situation juridique. On ne peut pas occulter les faits et relater le parcours des conteneurs et supposer, mettre à l'index ceux qui ont la garde des conteneurs, ceux qui sont chargés de garder, de sécuriser les conteneurs. Je vais nommer l'expéditeur, je vais nommer le transporteur et choisir de motu proprio, de plein gré, de façon ciblée, le destinataire, qui n'a même pas encore réceptionné le conteneur. Maître Alain Ouroula, je comprends un peu la démarche du professeur, mais je dis, le procureur qui intervient, il intervient, dit-on, toujours, c'est le novice qui parle, mais quelques bribes de notions. Le procureur intervient, dit-on, toujours à charge et à décharge. Il est dans une optique donnée. Est-ce qu'on doit le faire de procès par rapport à cette sortie?
Le procès qu'on peut faire à monsieur le procureur, c'est d'intervenir à contre-temps, parce qu'il eût été judicieux que nous l'entendions dès le vendredi. Et d'intervenir pour nous dire des choses... Il n'est pas obligé d'intervenir vendredi. Il n'est pas obligé d'intervenir, mais quand on n'a pas grand-chose à dire, le silence est plus élégant. Donc, il aurait dû le faire vendredi, si tant est qu'il voudrait intervenir. Et quand il intervient hier, il faudrait qu'il nous dise des choses nouvelles. Or, il a relaté ce que nous savions tous déjà. Mais le plus important pour moi, c'est que monsieur le procureur n'a pas abordé le sujet essentiel. Voilà. En lui concédant le droit d'instruire à charge, c'est-à-dire d'apporter des éléments qui accablent, on attend de lui, et la loi attend de lui, qu'il démontre les éléments qui impliquent personnellement Sébastien Adjavon. Des éléments qui l'impliquent personnellement et qui rattachent les constatations à sa responsabilité personnelle. La deuxième chose qui est attendue de monsieur le procureur, c'est de nous dire en quoi la privation de liberté infligée à monsieur Adjavon rend service à l'enquête ou que son maintien en liberté pourrait nuire à l'enquête. Sur ces deux sujets fondamentaux, capitaux, monsieur le procureur était absent. Pour aborder le fond, son point de presse a porté sur 4 points. En réalité, 3 points. Et le 4e, c'est pour affirmer que M. Adjavon est gardé. Or, sur les 3 points, je n'ai vu que contre-vérité. La première contre-vérité, M. le procureur pense que c'est accablant qu'un navire soit parti du Brésil, soit passé par Las Palmas, par le Nigeria, avant d'atterrir à Cotonou. Et qu'il ne s'agirait que de 2 conteneurs embarqués et non pas ce qu'on a dit. C'est faux. Ce n'est pas le port d'embarquement qui est en cause, c'est le port de destination et Cajaf Common a bien réceptionné 16 conteneurs. Et non 2. Et non 2. Il s'agit de 16 conteneurs. Ces faits sont têtus. 14 des 16 conteneurs ont déjà été enlevés et les 2 conteneurs litigieux sont restés à quai. C'est vous dire que s'il y avait des objets suspects, c'est au niveau de ces 2 conteneurs qu'on aurait pu remarquer et déplorer une précipitation. Le deuxième élément, c'est que lorsque les informations seraient venues dans le cadre d'une coopération internationale de lutte contre les trafics, ces informations visaient au moins 2 conteneurs, pour ne pas dire 16. Mais on s'est précipité sur un conteneur. Et on a laissé le deuxième. Il a fallu la mise en place de cette commission de rattrapage pour qu'on aille visiter le deuxième conteneur. Hier ou avant-hier seulement. Ça m'interpelle. Les conditions de visite du conteneur, ça s'est passé, il y a des films vidéo. On ouvre le conteneur et on identifie immédiatement, à travers des produits emballés, la présence de produits stupéfiants à la lisière, comme l'a dit mon partenaire. Et on ne s'est pas foulé à fouiller le reste du conteneur. Tandis que les opérations similaires donnent lieu à des fouilles spectaculaires. On aurait pu tout sortir. Ce n'est pas qu'on aurait pu. On fouille tout. On casse tout. On va au fond. On recherche partout. On évente parce que... Vous ne savez pas s'ils avaient de détecteurs. Ben écoutez, détecteurs, généralement, c'est des chiens renifleurs. On ne les a pas amenés. C'était des hommes renifleurs. Et ils n'ont pas eu besoin de renifler. Ils ont ouvert, ils ont trouvé. Généralement, mais vous avez vu les spectacles, on fouille, on sort tout. Et quand vous recevez des informations signalant la présence de produits stupéfiants dans des conteneurs suspects, 16, vous n'en retenez que 2, et sur les 2 qui sont à quai, vous vous précipitez sur un seul, et puis mission terminée, on s'en va. Je crois, de mémoire de défenseurs de trafiquants, quand on a 16 conteneurs, ce n'est pas 18 kg, à peine dissimulé, pour ne pas dire du tout dissimulé, qu'on met dans l'un seul de ces conteneurs.
Le coût évalué pour les besoins de la cause à 9 milliards, ce qui est disproportionné. Il y a des études pour vous dire que 18 kg de cocaïne, c'est à peine 200 millions. Il n'y a même pas de quoi payer le transport. Vous voulez dire que l'officier s'est trompé? Mais tout le monde s'est trompé dans l'accusation, c'est ce que je veux dire. Les 200 millions ridicules que rapporteraient ces 18 malheureux kilos suspectés d'être de la cocaïne ne suffisent même pas à payer le transport. C'est vous dire le ridicule de l'affaire. Malheureusement, le ridicule ne tue pas. Le troisième point, à quoi relie-t-on la présence de cette cocaïne dans un conteneur dont il est établi constant et non discutable que le scellé a été violé? Le scellé violé, ça veut dire qu'il y a eu une manipulation. Le scellé violé, ça veut dire que personne ne peut accéder au conteneur sans une présence d'autorité spécifiée par la loi, dans le cadre d'une procédure de vérification contradictoire. Procédure qui exclut toute responsabilité du destinataire, qui peut en l'état dire « je ne reconnais pas ce conteneur ». On ne tient pas compte et on ne veut tirer aucune conséquence juridique et factuelle de ce vice qui empêche de parler, encore moins d'accuser. Si le scellé a été violé, ça veut dire tout au moins qu'il y a une manipulation. Or, imaginez les manipulations possibles depuis le port d'embarquement au Brésil, en passant par les différentes escales que M. le procureur rend suspectes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle au Brésil, que cette drogue n'a pas pu être détectée à Las Palmas, ce qui veut dire que Las Palmas est un port d'embarquement de drogue, et l'on se sent obligé d'aller au Nigeria. Ça veut dire que quand on vient du Nigeria, c'est forcément de la drogue. Mais le Nigeria est très vigilant sur ces drogues. Où se trouve la responsabilité de Sébastien Javon dans ce trafic maritime? Nulle part. Des questions sont à poser au port d'embarquement et au port d'escale. Des questions sont à poser au transporteur, puisque c'est lui qui a transporté cette marchandise qui est supposée prohibée. En tout cas, il doit aussi être interpellé, sa responsabilité est première. Or, si on nous dit que des informations sont parvenues, le jour même où les conteneurs sont arrivés, pourquoi n'interpelle-t-on pas le capitaine du navire qui a transporté ou qui aurait transporté? Manipulation jusqu'au port de Cotonou. Parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est le port de Cotonou et le manutentionnaire qui sont responsables et gardiens de ces conteneurs. On ne les a pas interrogés, on ne les a pas interpellés. Personne ne peut manipuler, hacker ces conteneurs hors la présence du manutentionnaire, des gardiens. Et j'appelle en premier lieu la responsabilité du port autonome de Cotonou et du manutentionnaire. C'est vous dire qu'il y a tellement de personnes à interpeller qu'on a ignoré. J'ignore même si le navire est encore hacké, parce que c'est le premier qu'on aurait dû interpeller. Et on s'en va chercher le PDG, dont le seul tort est d'être PDG d'une société prospère et que l'on voudrait rendre moins prospère. Non, le professeur de droit transfert-maritime se retrouve-t-il dans les démarches de l'avocat? Est-ce que c'est là un problème vraiment de personne? Je commence un peu plus loin en disant qu'on ne peut pas d'abord reprocher à l'avocat de parler, dans la mesure où eux, en réalité, ils sont des oui probus dikendi peritus, c'est-à-dire des hommes de bien qui savent parler. Si vous ne savez pas parler, vous ne pouvez pas porter le manteau d'avocat. Et on parle pour défendre son client. Et je me retrouve tellement bien dans sa démonstration et dans sa présentation des faits. Mais j'ajouterai, moi, j'ignore par quelle alchimie on a pu violer les blancs. Où étaient-ce les gardiens des conteneurs? Où étaient-ce les sociétés de manutention chargées de sécuriser les conteneurs? Et l'autre chose qu'il a dit... C'est un détail important? Très, très important. Et l'autre chose qu'il a dit, des 2614 de gésier c'est d'elle, non? Oui, c'est de gésier, oui. De gésier, autant pour moi. Et pour
18 kg de cocaïne d'aussi peu de valeur en termes numéraires. A dit le seul endroit où les uns et les autres, les esprits bien préparés, ont trouvé pour le dissimuler, c'est la lisière du conteneur. J'ai entendu à la conférence de presse le PDG du Qatar, comment on dit, Koi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est fou ou quoi? Moi, je vous dis, mais je lui trouve raison. C'est trop flagrant. C'est désigné, c'est ciblé. C'est de la méchanceté humaine. C'est choisi. Ce n'est pas possible. J'ai passé toute la nuit. Non, j'ai passé toute la nuit. Hein? À fouiller mon cours que j'ai distribué aux étudiants en droit maritime, à rechercher la responsabilité de l'expéditeur, du transporteur, les destinataires, les possibilités, les cas, tout ça. Donc, le cas que vit actuellement le Bénin, c'est en dehors des cours classiques, c'est ça? Ah, je n'ai encore trouvé ça dans aucun ouvrage de droit. Hein. Parce que j'ai choisi de veiller juste pour pouvoir dire sur cette antenne-là que le PDG de Cadavre Commande est responsable. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai choisi volontairement de veiller quoi, pour dire sur ce plateau, en réalité, que les uns et les autres se taisent. Il y a forcément un lien entre la cocaïne retrouvée et le PDG de Cadavre Commande. Mais je n'ai pas trouvé. Je vais ne trouvez pas de loin. Je ne trouvais aucun lien. Aucun lien. Je vous dis, de tout le circuit maritime, le destinataire, donc le propriétaire, est tout à fait la dernière personne. Au regard des tests, donc on n'a rien à lui reprocher. Au regard des tests, on a totalement... Ce qui fait que la garde à vue est arbitraire. On n'avait vraiment pas besoin de le retenir pour approfondir les enquêtes. Hein? On n'en a vraiment pas besoin. Je ne vois pas l'utilité de la garde à vue. Mais maître, dire que le procureur n'était pas disponible, vous savez, vous avez d'ailleurs assisté aux conditions dans lesquelles on en est arrivé au garde à vue. Ça s'explique. Il y avait quand même un flot qui a été observé le vendredi. Le procureur n'était pas disponible. L'homme devait être déposé au niveau de l'Ocertide. L'Ocertide des portes étant bloquées, il faut bien quelqu'un pour en assurer la sécurité. Alors, la gendarmerie a pris sur elle cette responsabilité. Par la suite, vu qu'il fallait quand même poursuivre le dossier, et il faut quand même écouter quelqu'un. On a parlé d'interpellation. La suite, pour ne pas se retrouver en infraction vis-à-vis de la loi, ce qu'il fallait appliquer n'était-ce pas la garde à vue? Oui, bien sûr, c'est pour ça que nous avions parlé d'une interpellation. Il n'y a pas d'autre forme. L'officier de police judiciaire était en droit d'interpeller. Mais dans les heures qui suivent, il fallait notifier la garde à vue et régulariser la procédure. Aujourd'hui, pardonnez-moi, ce point de détail, encore qu'il n'y a pas de détail inintéressant et accessoire par rapport à ce qui se joue, c'est-à-dire l'imputabilité de l'infraction des constatations, c'est-à-dire un lien, et c'est à ça que M. le procureur devait s'atteler. Il a parlé d'indices graves et concordants. Ça veut dire un soupçon de quelque chose. Quand on parle d'indices graves et concordants, il doit y avoir des preuves matérielles. Mais là, on n'a même pas de soupçon. Tous les regards... Vous voulez dire que le procureur accuse avant même le jugement? Mais les propos de M. le procureur, pour qui connaît les rouages de la justice, sonnent comme une crucifixion, comme une condamnation à mort, comme, écoutez, c'est préparer tous les esprits à une solution d'irréversibilité. De la bouche de M. le procureur, qui dit pourtant que des investigations doivent se poursuivre, j'ai entendu, il est coupable. Parce qu'on n'établit pas magistralement de lien entre la cocaïne découverte honteusement et scandaleusement et Adjavon Sébastien, qui n'a été pris qu'en sa qualité de représentant légal de Commande Cajaf. Il n'y a pas eu de démonstration. Or, ces qualités sont exclusives de la responsabilité pénale. C'est-à-dire que le droit maritime a ses exigences qui excluent toute responsabilité. Je veux même être condescendant. Responsabilité civile, marchande, parce que la responsabilité pénale peut faire abstraction des règles de droit maritime, mais pas abstraction des faits et du raisonnement. Pour imputer la moindre responsabilité à Sébastien Adjavon, il faut démontrer non seulement
qui a des indices qui amènent à le soupçonner d'avoir passé commande de la marchandise, d'avoir été dans les différents ports, d'avoir imposé l'itinéraire du navire, d'être propriétaire du navire, ou d'avoir été le seul à avoir affrété le navire, il n'avait que 16 conteneurs à bord de ce navire qui en contient des milliers, d'être patron du port. Si la cocaïne avait été découverte dans un yacht privé, comme ça se passe dans les pays où règnent les barons de la drogue et les narcotrafiquants, j'aurais compris, encore que. Vous imaginez, vous confiez votre véhicule à un chauffeur qui introduit je ne sais quelle substance et on vient vous rechercher tout simplement parce que vous seriez le propriétaire de ce véhicule. Encore que dans cette hypothèse, je comprendrais. Il serait descendu à l'aéroport avec dans ses bagages de la cocaïne ou de l'héroïne, comme on l'a pratiqué si souvent dans ce pays pour nuire aux gens, et j'aurais compris qu'on l'interpelle. Encore que ce serait discutable. Mais nous connaissons la méthode. Là, il n'a aucune implication personnelle. Et la démarche express évoquée au sujet des agents de commande Kadhafi. Merci. Mais, monsieur le procureur, que je connais très bien et qui est un magistrat au-dessus de tout soupçon raisonnable, un homme formidable, un ami, je dirais, que je ne reconnais pas dans le rôle qu'on lui assigne, soit à pécher par méconnaissance des règles, soit est rentré dans un jeu, il ne m'appartient pas de qualifier parce que ce qu'on appelle la déclaration sommaire, qui n'est pas expéditive, c'est un terme technique prévu par la loi, par le code des douanes, qui autorise l'importateur à anticiper les formalités de sortie. Donc c'est réglementaire. C'est très réglementaire, c'est même conseillé parce que l'État y trouve un intérêt. Vous payez tous les frais avant que le navire soit hacké. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une première. Kajaf Commande a toujours pratiqué de la sorte. Et l'État y trouve son compte puisqu'il encaisse par anticipation les recettes. Et la question n'est pas de savoir, parce que là où M. le procureur fait économie de vérité, si c'est sur ces 2 conteneurs que cette déclaration sommaire a été effectuée, non, ça a été effectué sur les 16 conteneurs et c'est une habitude, c'est une pratique. Or, quand on vient présenter les faits, comme s'il y avait une démarche précipitée, donc pour vous rendre suspect, c'est totalement faux, c'est tronquer la vérité et c'est ça qui est inquiétant. Les 2 conteneurs en question sont les derniers dont Kajaf Commande avait à prendre livraison. Il y en avait 16, on en a enlevé 14. Et il restait 2. Et lorsqu'on rajoute de manière insidieuse que tout est destiné à être enlevé sur le terminal à conteneurs à Djefa, l'air de dire, donc là-bas, ils font ce qu'ils veulent, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Vous voulez dire que ça se fait en présence d'experts? Ça se fait en présence des autorités. Vétérinaires agréés, des représentants de la sécurité, de la garde présidentielle, en présence des douaniers. Et de jour, s'il vous plaît. Ce n'est pas une opération clandestine, c'est une opération transparente, régulière, légale. Donc, il n'y a pas de mystère autour des opérations effectuées par Kajaf Commande. Le procureur a quel intérêt à faire économie de vérité quand suit les démonstrations de l'avocat? Le procureur, c'est le représentant de la société, il représente le ministère public et il représente l'État. Et lorsqu'il a été nommé, il ne joue pas d'une indépendance absolue, contrairement à son collègue le juge assis. Et donc le procureur est entre le bois et l'enclume. Et le procureur, lui, il est entre la politique et le droit. Mais si vous dites qu'il est nommé... Si vous dites qu'il est nommé, ça ne peut être que par le ministre. Naturellement. Le ministre, le garde des Sceaux. Naturellement. Qui appartient au gouvernement. Oui. Et jusqu'à preuve de contraire, Sébastien Adjamon appartient à ce régime. Il appartient théoriquement à ce régime. Il n'appartient pas pratiquement à ce régime, puisque lui n'est pas un glouton. Non, s'il vous plaît. Donc, mais on parle des faits, il est venu apprécier les faits. Oui, j'apprécie les faits. Il est venu 3e. Il est au gouvernement. Il a un portefeuille ministériel. Il s'est arrogé cela. Vous l'avez vu. Vous pensiez que s'il avait le manteau de ministre, on allait arrêter sa conteneur? Vous pensez que s'il était député, on allait arrêter sa conteneur? Il dissocie du l'immunité, là. Le seul privilège qu'il a, c'est que c'est le président du patronat. Le seul privilège qu'il a, c'est que
C'est le PDG de Kadhafi Command. Mais c'est le seul privilège qu'il a, j'ai pas fini. Non. Si on essaie de faire des analyses du genre, c'est à vouloir remettre en cause ses liens avec le chef de l'État. À vouloir remettre ses liens. Les liens sont remis en cause depuis. Les liens sont remis en cause depuis déjà 4 mois. Hein. Depuis déjà 4 mois, parce que lorsque vous allez à une élection et que je vous porte au pouvoir et que nous nous sommes entendus sur des engagements précis et vous ne respectez aucunement les engagements que vous avez souscrits vous-même, c'est normal que je me fâche parce que je n'ai pas été porté par des moutons. J'ai été porté par des hommes et des femmes qui ont intérêt à exercer le pouvoir d'État comme ceux qui vous ont porté également. Et la différence, elle est trop baisse. Et j'ai entendu dire, nous deux, nous allons relever le pays, le Bénin. Mais aujourd'hui, moi seul, je vais rompre le pays, le Bénin. C'est à ça on est malheureusement. Moi, je suis député. Sinon que la situation aurait été autrement. Si par exemple on avait retrouvé les cocaïnes au siège de Kadhafi Command, ou si les cocaïnes étaient retrouvées dans les camions frigorifiques de Kadhafi Command, on n'est pas dans ce schéma-là. On n'est pas dans ce schéma. Vous voyez, le juriste a ceci de bien. Vous ne pouvez qualifier aucune situation en droit sans une étude approfondie des faits. C'est les faits. Nous, ce que nous disons, c'est par rapport aux faits. Et les faits nous disent tout à fait le contraire de ce que le procureur dit. Et ça, c'est une parenthèse. Donc, je m'accroche aux faits et je me retourne vers l'avocat. Voilà. Et dans les faits, quand on suit la démarche du procureur, à moins de me tromper, on a l'impression qu'on emprunte la voie du flagrant délit. Et en l'espèce, est-ce qu'on ne doit pas pouvoir comprendre le procureur? Si on joue au flagrant délit, est-ce que ce n'est pas clair, cette démonstration qui est en train d'être faite? Mais c'est le contraire du flagrant délit. Parce que quand vous dites qu'il y a flagrant délit et que vous interpellez quelqu'un, ça veut dire que vous avez tous les éléments pour l'accuser, en tout cas pour le poursuivre. Or, vous interpellez et vous dites qu'il y aura enquête. Je vais vous dire ce que je pense. Ce dossier nécessite des investigations approfondies qui vont durer très longtemps. Il faut aller au Brésil, il faut passer en Espagne, au Nigeria, interpeller les dirigeants du port, les gardiens du port, le transporteur qu'on appelle l'armateur, le manutentionnaire. Il faut des investigations, minimum, pour découvrir ce qui s'est passé, parce qu'il faut découvrir ce qui s'est passé. Forcément. Il faudra des semaines, voire des mois, voire des années. Donc c'est un dossier, de mon point de vue, qui doit être orienté vers un cabinet d'instruction. Moi, je n'ai pas d'instruction à donner à M. le procureur, contrairement à d'autres qui ont autorité sur lui, à savoir le garde des Sceaux et le président de la République. Mais en tant que professionnel, je crois que tous les magistrats de ce pays et tous les avocats de ce pays seront d'accord avec moi pour dire que ce dossier doit être orienté vers un cabinet d'instruction. Or, on ouvre une enquête de flagrance pour que le procureur garde la main. Quelle est la différence fondamentale? Si on ouvre une instruction, c'est un juge indépendant qui devra se prononcer sur le maintien en détention ou la remise en liberté. Tandis que si on reste sous cette forme de procédure, c'est le procureur qui peut décerner mandat de dépôt. Vous avez compris la menace. Donc on a tout biaisé. Voyez-vous, on a tout tronqué, on a tout dénaturé. Maintenant, la question fondamentale, parce que pour moi, les faits sont contre les accusateurs. Je dis que celui qui a découvert la drogue est celui qui sait comment cette drogue est arrivée là. J'affirme haut et fort, et je prends tout le monde à témoin pour dire, il y a 10 000 boulevards pour aller vers les auteurs, cependant qu'on a décidé d'emprunter le raccourci sinueux et tortueux qui mène à Sébastien Adjavon, qui est très loin, en tout cas dans les faits relatés, de voir sa responsabilité morale, qui plus est pénale, engagée. Mais quand on a fini de tout dire, de dire ça, on n'a pas dit l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel pour moi, pourquoi cette précipitation et pourquoi priver Sébastien Adjavon de liberté? Et la réponse, c'est quoi? La réponse, elle est dans la loi. On ne vous prive de liberté que d'abord, que quand on a des faits importants et graves démontrés contre vous, que votre liberté pourrait consister un handicap au déroulement de l'enquête. Vous avez dit qu'on n'a pas ces faits? On ne les a pas. Ce n'est pas moi qui dis les faits sont têtus. On raconte. Il n'y a pas de démonstration. Est-ce qu'on a besoin d'humilier Sébastien Adjavon en le privant de liberté dans un espace qui n'est pas le sien pour voir clair dans ce dossier? Qu'est-ce qu'on peut l'empêcher de faire là pour influencer les enquêtes qu'il ne puisse pas faire?
Et qu'est-ce qu'on ne peut pas l'empêcher de faire s'il était en liberté? Pourquoi des nombreuses mesures qui permettent à l'enquête de se dérouler, liberté surveillée, assignation à résidence surveillée, envoyez tous les militaires que vous voulez autour de sa résidence, prenez son passeport. En quoi est-ce que le maintien de Sébastien Adjavon dans les locaux de la gendarmerie rendrait service à l'enquête? Rien du tout, de mon point de vue. En revanche, moi je vois, un peu comme qui veut noyer son chien l'accuse de rage, non pas que je suis en train de dire que Sébastien Adjavon est un chien, tout est fait pour légitimer une procédure tronquée, biaisée, et pour préparer l'opinion publique à la privation de liberté d'un homme qui est quand même le patron des patrons. Ce n'est pas un privilège acquis de dernière date, de quelqu'un qui a géré Kajaf Komone et qui s'est éloigné de l'opérationnel depuis plus d'une dizaine d'années. Ce n'est pas lui qui réceptionne, il ignore le contenu de ce qui est dans les conteneurs et dans les caisses. Il sait que sa société fonctionne sur les gésiers, sur les dindes. Ce n'est pas lui qui passe commande. Ce n'est pas lui qui signe les chèques. Il ne fait que valider les contrats entre deux avions, donc il est très loin de l'opérationnel. Mais maître, je m'en voudrais de ne pas vous demander. Je n'ai pas fini, c'est important. Le patron des patrons, candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il aurait pu être président, mais il est arrivé troisième avec 23% des voix des Béninois. Ce n'est pas le dernier des citoyens. Je ne dis pas qu'il doit bénéficier d'une impunité. S'il enfreint la loi, il peut en subir et il doit en subir les rigueurs. Mais on ne va pas le traiter comme moins que rien. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas pour dire qu'il est au-dessus des lois ou qu'il doit bénéficier d'une impunité, mais il ne peut pas être traité moins que le dernier des Béninois, pour qui la liberté doit être garantie, doit être le principe. Et je termine en disant que ce n'est pas parce que la loi donne pouvoir aux procureurs qu'ils sont obligés de l'appliquer systématiquement et rigoureusement. Si on met les hommes pour mener les enquêtes, qu'on met les textes à leur disposition, ils doivent pouvoir en user avec discernement. Et le discernement a déserté ce dossier. Je m'en voudrais de ne pas vous demander qui voudrait bien noyer un chien accusé de rage. Ben, écoutez, le maître à qui ce chien devient encombrant, ça ne peut être que le fait du maître. Je n'en dirai pas plus. Oui, il est. Pour moi, c'est forcément le fait du prince. C'est le fait du prince, ça c'est clair. Mais le citoyen observe tout ceci avec quel regard? Enfin, ça fait, disais-je, aujourd'hui un jour férié, ça va être la 5e nuit à passer en garde à vue. On est dans un cas d'un dossier plus que préoccupant et vous savez, au pénal, en ce qui concerne les affaires de drogue, c'est 8 jours de garde à vue. La suite, vous la connaissez. Vous entrevoyez l'avenir comment, en quelques mots? Non, je vois l'avenir à Dieu, puisque le collectif d'avocats est composé de brillants orateurs comme Jacques Miga, Maître Atita et Maître Alain Ouroula, qui déjà fait ce qu'il peut. Mais là où le bas blesse, oui, c'est que je reviens un peu à la garde à vue. Il faut avoir un soupçon. Il faut avoir des soupçons graves, très prononcés. Avoir commis l'infraction ou tenter de commettre l'infraction pour que la garde à vue soit utile. Et là où je disais tout à l'heure que le ridicule ne tue pas au Bénin, la garde à vue sert également à apaiser le trouble social. Et donc ça permet alors au ministère public de faire savoir qu'il est en train de mener des enquêtes un peu plus approfondies pour voir ce qui... Mais ici, dans ce cas d'espèce, la garde à vue au contraire est en train de soulever les partisans, les militaires, les sympathisants du technique rien que pour la quiétude. Rien que pour la quiétude, on devrait quand même le remettre en liberté. Le passeport, son convocation, il y a d'autres mesures pour le remettre en liberté. Merci, il est maître Alain Ouroula, très rapidement, avant de mettre le thème à cette émission. Je voudrais que les gens sachent que lorsqu'on vous surprend dans une affaire, même de 100 grammes de cocaïne, la jurisprudence des tribunaux du Bénin, en particulier du tribunal correctionnel de Cotonou, c'est un minimum de 7 ans d'emprisonnement. C'est quitte ou double. Soit on est relaxé, soit on est déclaré coupable. Et quand on est déclaré coupable, c'est une moyenne de 7 années d'emprisonnement. C'est un minimum de 7 années d'emprisonnement. Je pense que lorsqu'on veut faire encourir à un notable une telle peine d'emprisonnement digne des dealers, des menus frétins, il faut réfléchir et il faut prendre
toutes les précautions que la loi met à la disposition du procureur, en même temps que les contraintes, pour baliser les chemins de la manifestation de la vérité. Et ces chemins ont déjà été escamotés par les enquêteurs qui n'ont pas pris les précautions professionnelles, méthodiques qui conviennent à ce genre d'affaires. Vous appelez à ce qu'on y revienne. Mais c'est trop tard. Le verre est déjà dans le fruit. Les empreintes n'ont pas été relevées. Parce que ce qui est fondamental, c'est d'abord de savoir qui a manipulé le scellé. C'est le premier élément. Qui a pu manipuler le scellé? Qui a pu opérer? Et l'attente de l'avocat, en définitive? L'attente de l'avocat, c'est que monsieur le procureur, parce que c'est lui qui est le directeur de l'enquête, la justice n'est pas encore saisie, et on évite de la saisir rapidement. La justice, pour moi, c'est les juges assis, indépendants, qui voient le pour et le contre. Le procureur, il doit instruire à charge et à décharge, mais il poursuit, donc il fait à charge. Je l'invite à prendre, comme je le lui connais, son courage, à deux mains, d'agir en toute conscience, parce que je ne le reconnais pas dans ce rôle, d'appliquer la loi avec discernement et de nous offrir une enquête. Mais je sais que monsieur le procureur, ainsi que tout le parquet de Cotonou, dont je connais la composition, c'est des gens exceptionnels, c'est des gens courageux. Il ne faudrait pas que la hiérarchie pèse trop lourd. Maître Alain Roula, merci. Il est Kofidia, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi d'avoir été des nôtres 100% Bénin. Le numéro du jour, nous y mettons un thème sur cette citation de l'écrivain et prestidigitateur américain Orson Welles. On est seul, on est seul. On vit seul, on meurt tout seul. C'est seulement à travers l'amour et l'amitié que l'on peut créer l'illusion momentanée que nous ne sommes pas seuls. L'instant présent doit être alors vécu avec retenue et crainte. Car demain, qui sait? Fin de citation. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore pour l'attention. Demain, c'est un autre jour. La Toussaint, je vous la souhaite plutôt paisible. À demain pour notre numéro de 100% Bénin.